Oui, eh bien, on va passer donc à la deuxième présentation avec le docteur Claire Boulle, qui vient de Douai, qui nous parlait donc de la prise en charge de Maastricht 3 en général, et son installation à Douai. Merci pour votre invitation. Donc, il va y avoir quelques redondances dans ma présentation par rapport à celle de Guillaume. En particulier, cet historique du Maastricht 3 qui est quand même issu d'une longue réflexion éthique avec les sociétés savantes de réanimation et d'anesthésie. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Guillaume. Simplement, en France, le premier centre autorisé, c'était Annecy. Et le premier prélèvement a eu lieu en 2015. C'est un énorme protocole, la mise en place d'un Maastricht 3 dans un service. Il y a un guide pédagogique édité par l'Agence de la biomédecine qui est extrêmement complet, extrêmement rigoureux. Et par exemple, nous, à Douai, on a mis à peu près 18 mois pour mettre en place ce protocole Maastricht 3. Alors, la particularité du protocole Maastricht 3, c'est que c'est un prélèvement d'organes qui se fait au décours d'un arrêt cardiaque contrôlé dans un contexte extrêmement particulier qui est un contexte d'arrêt des thérapeutiques actives chez des patients qui sont hors ressources thérapeutiques. Pour des patients qui ont moins de 71 ans. Et vous allez voir que la spécificité aussi du Maastricht 3 est sur l'enjeu éthique et la nécessité qu'il y ait vraiment une étanchéité parfaite entre les équipes de réanimation qui décident de l'arrêt des thérapeutiques actives et les équipes de coordination qui font l'entretien pour le don. Et l'autre particularité aussi du Maastricht 3, c'est la nécessité de mettre en place une circulation régionale normothermique qui a pour but d'assurer la perfusion, l'oxygénation des organes intra-abdominaux. Alors, comme l'a précisé Guillaume, l'activité Maastricht 3, elle ne fait que croître et embellir, et on ne peut que s'en féliciter, en lien avec l'ouverture de plus en plus de centres. Moi, j'ai les chiffres 2024, où on a effectivement 58 centres, dont celui de Nouméa. Et parallèlement à cette ouverture de centres, on voit augmenter l'activité de recensement et on voit augmenter l'activité de prélèvement. Et on arrive en 2024 à quasiment 17% des patients prélevés qui sont issus d'un protocole Maastricht 3. Ça, c'est une diapositive qui redit à peu près ce que je viens de dire. Effectivement, on voit évoluer de plus en plus l'activité Maastricht 3, là où il y a une espèce de stabilité de l'activité des patients en état de mort encéphalique. Cette activité Maastricht 3 de prélèvement, elle s'accompagne bien évidemment d'une augmentation de l'activité de greffe, pour ce qui est la greffe de rein, la greffe de foie, et puis et une augmentation croissante des greffes de poumons, et depuis 2018, l'apparition extrêmement discrète de la greffe de pancréas. Alors, les motifs, comme l'a dit très justement Guillaume, les principaux motifs qui nous font envisager un prélèvement Maastricht 3 dans le cadre d'un arrêt des thérapeutiques actives, c'est principalement des causes neurologiques liées à un arrêt cardiaque. Donc, ce sont des anoxies cérébrales, des encéphalopathies anoxiques, ou des patients cérébraux lésés, les AVC ou les traumatismes crâniens. Et puis, il y a 2,6% d'autres causes. Alors, autre cause, je vous donnais l'exemple que nous, on a eu à vivre à Douai. C'était, par exemple, une patiente qui avait une insuffisance respiratoire terminale, qui s'était positionnée pour le dos, qui refusait la trachéotomie et qui n'était pas, malheureusement, sevrable de sa ventilation mécanique. Et c'est une patiente pour laquelle on a démarché une procédure Maastricht 3, qui n'a malheureusement pas pu aboutir parce qu'on a découvert une lésion cérébrale qui était fortement évocatrice d'une cause tumorale. Mais ça peut aussi être ça, le Maastricht 3. Alors les contre-indications, c'est les mêmes que celles qu'on a pour les patients en état de mort encéphalique, avec deux choses. La première, c'est l'âge. L'âge, comme le disait Guillaume, il a évolué. On a commencé avec des patients de moins de 61 ans, puis moins de 66 ans, et maintenant on est à moins de 71 ans. Et puis la potentielle évolution vers un état de mort encéphalique. Si on a le sentiment que possiblement le patient va passer en état de mort encéphalique,
on va attendre cette alternative de l'état de mort encéphalique, puisqu'on peut proposer davantage d'organes au don que d'engranger d'emblée le Maastricht 3. Alors, vous voyez clairement que l'activité des prélèvements recensés des patients recensés et prélevés en état de mort encéphalique par rapport au M3, ils sont largement supérieurs. Il y a quasiment 200 centres en France qui sont habilités à faire du prélèvement chez les patients en état de mort encéphalique, versus maintenant une soixantaine de centres pour le M3. Donc, ça peut expliquer en partie ça. Après, ce n'est pas du tout la même charge, les mêmes enjeux et les mêmes difficultés. Alors, la durée moyenne de séjour, elle est différente. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, les motifs principaux de proposition des patients pour un prélèvement Maastricht 3, ce sont des anoxies cérébrales ou des patients cérébro-lésés. Et on a l'obligation de se donner le temps de la neuropronostication pour ces patients-là. Et donc la neuropronostication passant par un certain nombre d'examens, forcément le délai est plus long. En sachant qu'il est à peu près de 6 jours dans le cas des anoxies et qu'il est environ de 15 jours, 3 semaines pour les cérébro-lésés. L'âge moyen, il a augmenté effectivement au prorata de l'augmentation du critère d'âge. Il est de 54 ans et 54,9, quasiment 55 ans. Il faut savoir que l'augmentation de l'âge, c'est bien, mais c'est pas bien. Parce que vous avez quand même, plus vous prenez de l'âge, plus vous vous exposez à des pathologies cardiovasculaires et qui sont potentiellement, qui peuvent rendre, comme le disait Guillaume aussi, qui peuvent complexiser le prélèvement et puis qui peuvent aussi avoir des retentissements sur les organes qui sont prélevés. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, dans les patients qui sont proposés Maastricht 3, vous avez à peu près 20% qui sont hypertendus et vous avez à peu près 50% qui sont diabétiques. Donc c'est quand même des choses qu'il faut prendre en considération. Alors le Maastricht 3, c'est plusieurs enjeux. C'est tout d'abord un enjeu éthique, parce que comme je vous l'explique, le Maastricht 3, il est dans le cadre d'une démarche d'arrêt des thérapeutiques actives chez un patient qui est hors ressources thérapeutiques. Alors la loi de bioéthique de 2016 en particulier, enfin celle de 2016, la loi Leonetti-Claes, a été effectivement un point très important dans la mise en place de cette démarche, parce qu'elle parle, en plus de l'obstination déraisonnable, de la possibilité de mettre en place une sédation continue et progressive et continue jusqu'au décès du patient. Alors, l'éthique Maastricht 3, ça a fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de personnes qui se sont interrogées. Parce que, effectivement, les gens qui sont, on ne peut pas appeler des détracteurs, mais ceux qui sont un peu frileux par rapport à cette démarche de Maastricht 3, ont mis en avant un certain nombre de choses, en particulier la mort programmée pour le recueil des organes, les limites entre la vie et la mort, la tension entre le soin du malade et le soin des organes, l'intentionnalité et l'utilitarisme. On fait un arrêt de soins parce qu'on va faire un prélèvement d'organes. La démarche d'arrêt des thérapeutiques actives fabrique du Maastricht 3, des termes forts quand même. On technicise la mort parce qu'effectivement, je vais vous expliquer après, le patient en Maastricht 3, en vue d'un Maastricht 3, on le technique, oui, alors qu'on sait qu'il va mourir. Pour certains, c'est une forme d'indignité de la fin de vie, finalement. On diminue le confort du patient parce qu'il est sur un brancard avec la plaque de radio en dessous. C'est la place de la famille est un peu compliquée, où elle se situe, la famille, finalement, puisqu'à un moment, la famille, elle abandonne le patient, de fait. Elle n'est pas là complètement, ou pas toujours, jusqu'à la fin. Donc on lui vole un peu, potentiellement, son deuil. On fait des gestes intrusifs, les poses des îlets, les poses de canules, voilà, c'est intrusif.
Et puis, c'est un spectacle, le M3 dans un service. On ne va pas se mentir, quand il y a un M3 dans un service de réanimation, c'est quand même une énorme logistique, une énorme prise en charge. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc, effectivement, ça amène beaucoup de monde. Voilà, donc ça peut être effectivement quelque chose de choquant. Mais avant tout, le Maastricht 3, ça doit être un magnifique projet d'équipe qui doit vraiment être pensé et partagé par tous les membres d'une équipe de réanimation. Il faut que chacun puisse trouver sa place. Il faut qu'il y ait un cadre qui soit parfaitement bien défini. Il faut bien expliquer aux équipes que c'est une fin de vie qui est spécifique, mais ce n'est pas une mauvaise fin de vie. Ça donne un certain sens à la mort par l'intermédiaire du don. Et puis, il faut aussi faire la culture dans les services de réanimation de l'arrêt des thérapeutiques actives. L'intérêt aussi, je vais vous l'expliquer après, c'est que la mise en place d'un Maastricht 3 dans un service de réanimation, ça doit être aussi le moyen de réfléchir sur la fin de vie et sur la mise en place des protocoles d'arrêt des thérapeutiques actifs. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça doit aussi aller plus loin que le Maastricht 3. C'est aussi un moyen de ne pas mettre en place dans des services de réanimation, en accord avec les lois de bioéthique, en particulier celle de Léonie Ticlès, la notion de pas d'acharnement thérapeutique, pas d'obstination déraisonnable, respect des directives anticipées. Ça, c'est hyper important. Donc, ce protocole, il doit être local, détaillé et bien précisé. Je reparle bien sûr de l'étanchéité des filières, hein, c'est très important parce qu'il y a quand même eu des détracteurs qui disaient que l'équipe PMO, la coordination, c'était des vautours, c'était des chacals qui tournaient autour des patients, voilà, des mots très forts quand même. Hein. Alors ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment cette étanchéité des filières, cette dichotomie entre l'équipe de réanimation qui pose le diagnostic d'arrêt des thérapeutiques actives, qui signe ce protocole d'arrêt des thérapeutiques simples, ce protocole collégial avec consultant extérieur d'arrêt des thérapeutiques actifs, et puis ensuite, vous avez l'équipe de coordination qui rentre dans la boucle et qui fait effectivement la démarche de don. Alors, il n'y a jamais beaucoup de distance entre les deux, hein, parce qu'en général, les coordinations, elles sont rarement loin des services de réanimation. Mais cette étanchéité-là, elle est vraiment extrêmement importante. Le fait de mettre aussi en place ces protocoles permet d'améliorer les pratiques. Il y a un vrai beau accompagnement des proches. Et puis, c'est aussi un enjeu relationnel en termes d'interdisciplinarité, d'interprofessionnalité. Et c'est une vraie belle chaîne du don. Donc, c'est surtout ça, le Maastricht 3, en termes d'enjeux éthiques. Donc, il faut bien sûr respecter les procédures collégiales locales à l'origine de toute décision. C'est aussi le moyen d'écrire des procédures locales, parce qu'il y a des tas de services de réanimation qui n'ont pas de procédure écrite d'arrêt des thérapeutiques actives. Or, dans le protocole Maastricht 3, c'est une obligation. Donc c'est un moyen aussi d'avancer et d'évoluer sur les démarches éthiques pour les patients tout venant des services de réanimation. Ce qui est important, c'est effectivement garder ce garde-fou essentiel de cloisonnement. Ça, c'est extrêmement important, et d'étanchéité des filières. Le M3, c'est aussi un énorme enjeu logistique et technique, parce que c'est une procédure qui est codifiée, qui est chronométrée, avec un maître du temps qui est en général l'infirmière de coordination. C'est un arrêt circulatoire qui est contrôlé, avec nécessité d'être extrêmement rigoureux sur les délais d'ischémie chaude et de phase agonique. Alors, je vous ai détaillé un petit peu la procédure. Donc, la procédure, elle commence par un arrêt des thérapeutiques actives, qui se passe avec, en règle générale, une sédation. La curarisation est interdite parce qu'elle est assimilée à de l'euthanasie. Avec une extubation terminale. Lorsque le poumon n'est pas prélevé, si le poumon est prélevé, on réintube le patient pour expandre le poumon quand on l'amène au bloc. Voilà. Sinon, c'est extubation terminale. Et puis, tout le monde est là en attendant l'arrêt circulatoire. Le problème aussi du Maastricht 3, c'est qu'il y a un moment où les organes commencent vraiment à souffrir. C'est le moment où la pression artérielle moyenne est inférieure à 45 mm de mercure. Et c'est à partir de ce moment-là que débute ce qu'on appelle l'ischémie chaude, fonctionnelle. Ensuite, vous avez l'arrêt circulatoire.
Vous avez obligation des 5 minutes de no-touch, donc personne ne bouge. L'arrêt circulatoire, vous le visualisez sur la courbe de votre pression artérielle invasive. Vous avez une abolition de la pulsatilité. C'est ça l'arrêt circulatoire. Ensuite, vous avez 5 minutes de no-touch, personne ne bouge. Pendant ces 5 minutes de no-touch, l'infirmière de coordination, elle va aller consulter le registre national des refus pour vérifier que le patient n'est pas inscrit sur ce registre national des refus. Et au décours de ces 5 minutes de no-touch, le patient est déclaré décédé. Et là, rentrent en scène les chirurgiens cardiaques ou les autres pour la cannulation et la mise en place de la CRN. Le temps est hyper timé parce que vous avez pour les organes un délai soit d'arrêt, soit d'ischémie fonctionnelle qui est très très rigoureux, qui est 30 minutes pour le foie. Le rein, ça dépend de l'âge du patient, et pour le poumon, qui est un organe un petit peu moins sensible que les autres, de 60 à 90 minutes. Donc la pose de CRN, elle a intérêt à être rapide. Et c'est en ça que je pense que les réanimateurs ont... Alors moi aussi, je me suis formée à la cannulation parce qu'on est des réanimateurs, en fait. On sait tout faire, on est hyper fort, pas de problème. Les chirurgiens vasculaires des hôpitaux généraux comme Douai, ils cannulent une fois toutes les 36 du mois. Donc nous, au départ, on a travaillé avec les chirurgiens vasculaires, puis on a arrêté. Parce que, à force de perdre des patients, parce que les cannulations se passaient mal, on a arrêté. Voilà. Parce que, alors, un échec de Maastricht-Chautroy, pour une équipe, c'est extrêmement difficile à encaisser. Parce que c'est beaucoup d'investissements émotionnels, beaucoup d'investissements techniques, beaucoup d'investissements logistiques. Et quand ça s'arrête pour un problème de cannulation chez un patient qui a 50 ans, qui avait tous les bons critères pour tout prélever, ça pique. Donc quand ça fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, ça pique 3 fois. Donc au bout d'un moment, on arrête. Donc nous, on ne cannule plus avec nos chirurgiens vasculaires. On cannule avec la CRN mobile, qui est l'équipe de chirurgie cardiaque, parce qu'on ne sait bien faire que ce que l'on fait souvent. C'est un grand principe. Et donc les chirurgiens cardiaques, c'est leur vie, la cannulation. Les poses d'ECMO, ils font ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Et comme le disait Guillaume, on est de plus en plus dans de l'abord chirurgical. Parce qu'effectivement, il y a eu des problèmes de cannulation percutanée chez des patients qui avaient des artères qui n'étaient pas en très bon état, avec des strippings, des trajets hors artère. Enfin bon, ça a été très compliqué. Alors le principe de la CRN, c'est celui-là, c'est que vous posez des canules, donc c'est une circulation régionale normothermique. Régionale parce qu'en fait, vous ne perfusez que les viscères abdominaux. Donc vous posez une canule artérielle et une canule veineuse par voie fémorale, puisque c'est là où vous avez un meilleur débit. Et puis, vous mettez dans la canule artérielle ce qu'on appelle un ballonnet d'occlusion, une canule de Fogarty, qui va aller en sus diaphragmatique pour bloquer la circulation dans le territoire thoracique. Le but étant de ne pas remettre en circulation le cœur ni le cerveau. C'est important. Vous voyez ici, vous devez contrôler la position du ballonnet. Donc, ce qui fait que le patient, quand il est placé sur le brancard, en dessous, il a une plaque de radio, parce qu'il faut que ça aille vite. Globalement, il faut que ça aille vite. Et donc, la position du ballonnet, vous voyez qu'elle est en sus diaphragmatique. Et vous avez une pompe avec un oxygénateur, voilà, et vous réglez le débit de pompe, vous réglez l'oxygénation, vous réglez le balayage, et puis vous faites un certain nombre de prélèvements. La CRN, elle ne peut pas tourner plus de 4 heures. Donc la surveillance de la CRN, déjà, vous savez si votre ballonnet il est bien positionné à partir du moment où vous avez le haut du corps du patient qui devient livide, puisqu'il n'est plus perfusé, et le bas est froid, et le bas du corps qui reste bien chaud, bien rose. Voilà. C'est important la position du ballonnet. Faire attention aussi à ce que le ballonnet ne pète pas quand on le gonfle, faire attention à ce que le ballonnet ne bouge pas quand on bouge le malade. Enfin, on a eu des situations comme ça qui sont un peu compliquées.
Et puis, il y a toute la surveillance de l'optimisation de la perfusion, hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les organes intra-abdominaux, ils vont être perfusés avec cette circulation régionale. Donc, vous devez régler le débit, vous devez surveiller le remplissage vasculaire, parce qu'effectivement, vous avez une machine que vous réglez avec un tour par minute. Et si ce tour par minute, manifestement, vous êtes obligé de le monter ou il y a des à-coups, ça veut dire probablement que votre patient est hypovolémique, donc il faut le remplir. Il faut surveiller les gaz du sang artério-veineux, il faut surveiller le taux d'hémoglobine pour avoir aussi une évaluation potentielle de la qualité du débit cardiaque. Il faut surveiller la cinétique des lactates, qui est un très bon marqueur de l'hypoperfusion tissulaire. La cinétique des transaminases, comme le disait Guillaume, qui est un moyen d'évaluer les répercussions de l'ischémie fonctionnelle sur le foie. Et sachant que le foie est un organe qui est extrêmement sensible à l'hypoxémie et très sensible au bas débit. Et puis vous devez bien évidemment surveiller votre équilibre acido-basique en sachant qu'on fait systématiquement des bicarbonates parce que vous avez de fait une acidose métabolique liée au bas débit. Donc ça, cette surveillance de la CRN, elle se fait par les réanimateurs. En tout cas, c'est nous qui le faisons. Alors vous avez, j'ai repris un peu le premier schéma généraliste en y mettant chaque organe. Donc là, pour vous montrer un peu l'exigence et la nécessité d'avoir quelqu'un qui est vraiment le maître du temps et qui vous dit, clac, là, il y a moins de 45 de PAM, paf, j'enclenche. Là, il y a l'arrêt, paf, j'enclenche. Et à partir de ce moment-là, paf, je mets la CRN. Je débute la cannulation, pardon. Et à ce moment-là, tout est timé. Parce que si vous dépassez ces temps, l'organe, il sort du game, clairement. Donc quand vous avez un âge inférieur à 65 ans, vous tolérez un arrêt circulatoire un petit peu plus long. Parce qu'on considère qu'il y a peut-être moins de reins limite à 65 ans que vous n'avez à 71 ans. Donc cette phase d'arrêt circulatoire à moins de 65 ans, il est de 45 minutes. Entre 65 et 71 ans, il passe à 30 minutes. Pour la greffe hépatique, vous avez deux critères. L'ischémie chaude, c'est-à-dire à partir du moment où la PAM est inférieure à 45, jusqu'au moment où on débute la CRN, qui est de 45 minutes, et la phase d'arrêt circulatoire qui ne doit pas dépasser 30 minutes. Pour le prélèvement pancréatique, on est aussi sur une phase d'ischémie chaude fonctionnelle inférieure à 30 minutes. Alors les résultats, comme l'a dit Guillaume, ils sont excellents. Ils sont quasi similaires à ceux de l'état de mort encéphalique pour le rein. Vous voyez des résultats tout à fait parfaits, en sachant que les reins sont mis d'emblée au décours du prélèvement sur des machines. Pour le prélèvement hépatique, il est même meilleur que celui des patients en état de mort encéphalique. Concernant la greffe du pancréas, c'est une greffe qui est encore un peu anecdotique, entre guillemets, parce que finalement, vous n'avez que 61% des centres qui ont demandé leur agrément pour faire du pancréas. Et puis, ça ne fait pas longtemps, le pancréas. Donc, c'est encore un peu discret, mais ça va monter sûrement en puissance. Prélèvement pulmonaire, le poumon, il est dans le thorax, donc il n'est pas dans la CRN. Ce qui fait que quand vous faites un prélèvement pulmonaire, quand vous partez sur un prélèvement pulmonaire, c'est qu'une fois que la cannulation est faite, une fois que la CRN elle tourne, eh bien vous descendez rapidos le patient au bloc opératoire pour qu'il puisse avoir la sternotomie, la pneumoplégie et le prélèvement pulmonaire. Vous avez entre 60 et 90 minutes pour faire ce prélèvement pulmonaire à partir du moment où vous avez un arrêt circulatoire. Donc vous comptez quand même dans ces 90 minutes l'arrêt circulatoire, la pause du CRN, la descente du malade au bloc, l'installation du malade au bloc. Enfin, il faut que ce soit bien géré.
La spécificité aussi de la perfusion, du prélèvement pulmonaire, c'est que vous avez systématiquement mis des poumons sur une machine, ce qu'on appelle la perfusion ex vivo, normothermique de minimum 2 heures, de façon à évaluer le poumon prélevé. Ça fait partie des indications de la Société française de chirurgie thoracique et de chirurgie vasculaire, cardiovasculaire, qui permet d'évaluer la compliance pulmonaire, les résistances vasculaires et d'optimiser le rapport P sur F qui doit être supérieur à 350. Ici, on a Julien De Wolf, qui est un ancien chirurgien thoracique de Foch, qui est le responsable de la mise en place du prélèvement pulmonaire, je pense que c'est en France, et effectivement, les poumons prélevés partent systématiquement à Foch pour avoir cette évaluation. Ils ont eu, grâce à l'association Grégory Le Marchand, une installation d'une magnifique salle où ils peuvent reconditionner, réévaluer et étudier les poumons, et ce qui a permis de greffer des poumons qu'on n'aurait pas pu greffer avant, puisque sur la totalité de ces procédures, je crois qu'il n'y a que 17% des poumons qui sont rejetés. Ça, c'est les résultats de la France sur le prélèvement pulmonaire. C'est d'ailleurs Julien De Wolf qui l'a publié. C'est sur une cohorte de 2016 à 2021 et qui vous montre les excellents résultats du prélèvement pulmonaire en France, avec 93,4% à 1 an et 85% de survie à 3 ans. Le M3 pédiatrique, Guillaume en a aussi parlé, comme il vous a expliqué, c'est quelque chose qui est très codifié, très géré, c'est compliqué. Le prélèvement d'organes chez l'enfant, c'est compliqué, mais alors le Maastricht 3, c'est encore plus compliqué. Il y a quelques prélèvements qui ont eu lieu en France, mais ils sont extrêmement anecdotiques. Vous avez en 2024 un enfant de 17 ans qui a été prélevé, du foie et des reins. Et en 2025, vous avez eu un enfant de 15 ans chez qui on a prélevé les poumons et le foie, et un enfant de 15 ans dans une réa adulte chez qui on a prélevé poumons, foie, pancréas et reins. Alors l'avenir du Maastricht 3, c'est quoi? Alors c'est déjà améliorer le taux d'utilisation, parce que comme l'a montré, je ne sais pas s'il marche plus, je pense. Donc vous m'entendez bien? Comme l'a expliqué Guillaume, la problématique du Maastricht 3, c'est d'améliorer son taux d'utilisation, parce que vous voyez qu'il y a de plus en plus de centres qui s'ouvrent à la procédure Maastricht 3, mais vous avez une augmentation du taux d'opposition. Et donc, voilà, c'est un petit peu, ça contrebalance un peu cette évolution du nombre de centres. Alors, le taux d'opposition, il est en 2024 de 42,4%, il est supérieur au taux d'opposition métalloencéphalique, effectivement entre 33 et 36%. Les causes sont multiples, hein, comme l'a expliqué Guillaume. En tout cas, il y a une vraie réflexion de l'Agence de la biomédecine et de toutes les coordinations pour essayer d'améliorer ce taux d'opposition. C'est une demande aussi qui émane des ARS dans le cadre du plan greffe 2022-2026, avec une réflexion probablement sur les entretiens famille, peut-être sur l'explication qu'on donne aux familles, voilà, sur effectivement le positionnement, hein, se positionner, la technicité aussi, hein, que ça représente, ce côté très invasif, hein, qui peut aussi potentiellement gêner. Et puis il y a pas mal d'échecs aussi du Maastricht 3 une fois qu'il est initié, accepté, en particulier les problèmes de cannulation. C'est pour ça que je répète bien que ce qu'on a l'habitude de faire, donc la mise en place du CRM mobile avec les chirurgiens de cardiaque de classe, ça c'est fabuleux. Il y a aussi des problèmes de délai, hein. Si vous n'êtes pas dans les délais, les organes s'arrêtent. Si vous dépassez une phase agonique de 3 heures, ça s'arrête. Vous avez aussi des équipes chirurgicales qui ne sont pas forcément à votre disposition, parce qu'elles peuvent être. C'est aussi un des problèmes, hein, c'est que
Maastricht, je crois, c'est l'avantage, c'est toujours à heure ouvrable, hormis jours fériés et week-ends. Son inconvénient, c'est de se faire à heure ouvrable, hors week-end et hors jours fériés. Là où les chirurgiens, ils ont leur activité de résidence et les salles chirurgiens et les salles plutôt généraux qui sont potentiellement aussi occupées par des activités d'urgence. Donc ça peut poser problème, cette disponibilité des équipes, cette disponibilité des locaux sur la réalisation du Maastricht 3. Et puis vous pouvez avoir des problèmes de réanimation, effectivement. Voilà, vous pouvez avoir plein de raisons, plein de raisons qui sont responsables du fait que ça n'aboutit pas. Et ça, c'est un travail qu'on fait tous, et qu'on doit tous faire pour essayer d'être encore meilleur. Le prélèvement cardiaque, on en a un peu parlé, en France pour l'instant il n'existe pas. Là où il existe dans tas d'autres pays, comme l'Australie, le Royaume-Uni depuis 2014, les États-Unis depuis 2019, avec un excellent résultat de survie de plus de 90% à un an. Donc il a fait, comme on disait tout à l'heure, il y a un programme qui est mené par le professeur Pierre à Paris-Nalbourg, qui a été financé par Transmedix, un laboratoire de matériel cardiaque, avec une machine d'ex vivo qui s'appelle l'OCS Heart pour Organ Care System Heart et qui permet d'avoir une belle évaluation du greffon cardiaque et surtout d'évaluer ce qui est important pour les prélèvements cardiaques, c'est la cinétique d'élimination des lactates. Le lactate étant métabolisé est un élément, est un marqueur de la qualité du métabolisme cardiaque en tout cas, et qui permet d'évaluer le niveau de souffrance du cœur dans ce contexte d'ischémie. C'est très prometteur et ça sera probablement, en tout cas on l'espère, mis en place rapidement parce que actuellement vous avez un cœur pour deux patients. Il y a vraiment un vrai besoin de greffe cardiaque en France. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. L'autre point important qui est en réflexion dans le cadre du Maastricht 3, c'est les transferts interhospitaliers, où effectivement l'idée étant de pouvoir, dans les centres qui ne réalisent pas de prélèvement Maastricht 3, mais qui ont des patients éligibles au Maastricht 3, le transfert vers des centres référents. Ça pose pas mal de problèmes d'éthique, comme vous pouvez l'imaginer, parce que en fait la RCPE, c'est-à-dire la réunion de concertation pluridisciplinaire éthique, elle se fait dans le centre où le patient est arrivé, en tout cas c'est un peu l'idée. C'est la famille qui donne l'autorisation du transfert. Enfin, voilà. C'est un questionnement éthique, mais c'est probablement quelque chose qui risque de se faire dans l'avenir. Voilà, je vous remercie.